Eh ben, ça fait 6 heures. C'est vrai? Ouais. On a J'ai fait la moitié. l'impression, j'ai l'impression que ça fait 2 heures. Ouais. Non, non, il est déjà 16 heures. C'est vrai. On a fait la moitié de journée, là. Cool. Ça veut dire qu'on n'a plus que 6 heures à passer ensemble. Ouais. Ça passe trop vite. Ça passe, moi, pour moi, ça passe vite. Je sais pas si les autres, ils nous supportent, mais Bon, on se fait plaisir, c'est le principal. en tout cas, nous, on se fait plaisir. Et là, Voilà. on va encore se faire plus plaisir parce qu'on va aborder un sujet que je trouve est trop peu abordé, soit par peur, soit par méconnaissance de quelque domaine que ce soit. Avec notre prochain invité, je vais faire durer le suspense parce que là, ça mouline. Ça mouline, ça mouline. Et ça va arriver, oui, ça arrive, parce que j'enregistre à chaque fois, vous savez, chaque intervention pour pouvoir me faciliter la vie ensuite quand je vais vous préparer les replays. Et là, on est bon. Tac, je double enregistre. Et nous allons accueillir maître Sarah Ivanovic, qui est l'avocate que l'on contacte à Genepsi quand on a envie de chialer parce qu'on a encore déconné. Merci Sarah d'être là, merci de nous faire partager ton expérience avec Genepsi, avec les psychologues en général. Comment tu vas? Ben ça va, bonjour Maëva. Hello. Bon anniversaire. Merci. Alors, je vais juste partager mon écran parce que là, ça partage n'importe quoi pour afficher clairement tac, ton nom. Hop là. Voilà. Bon, pas une souligne avocate, je pense que je l'ai bien écrite quand même, pourtant. Et on y va. Donc, quelle heure est-il? 58. Je vais me faire une petite… Dans les... Ouais. Et on gère super bien le temps depuis ce matin. Ouais, je vois ça. Alors, on y va? On y va. Allez. Donc, tout d'abord, je suis très heureuse de vous rejoindre en live sur votre plateforme. Je suis très contente de participer à cet événement exceptionnel. Moi, je vais me présenter. Donc, je suis Sarah Ivanovic. Je suis avocate au barreau de la Drôme. J'exerce au barreau de la Drôme depuis 2018 et j'ai créé, il y a presque 2 ans maintenant, mon cabinet avec une consoeur. On a un petit cabinet généraliste sur Valence où on traite de matières assez variées pour essayer d'apporter des réponses assez complètes à l'ensemble de nos clients. Alors, moi, j'interviens principalement en droit public. Alors, je vais essayer d'être un petit peu… si tu commences comme ça, moi, je te parle du diagnostic différentiel de bipolaire, ok? Chacun son domaine, mais je vais essayer d'être un petit peu pédagogique parce que le droit, c'est quelque chose de très nébuleux quand on connaît pas. Donc, le droit public, ça va être tout ce qui est attrait, par exemple, aux responsabilités entre les collectivités, enfin, la responsabilité de l'État, des collectivités territoriales, des hôpitaux. Ça peut être aussi des problématiques d'urbanisme, des problématiques aussi de responsabilité médicale, on peut rentrer dans ce cadre-là, ou encore des polices administratives. Alors en ce moment, on en entend beaucoup parler avec les arrêtés qui ont pu être pris, par exemple les arrêtés couvre-feu dans le cadre du confinement. J'interviens également en droit pénal, donc là je vais faire du conseil pour alors en défense ou pour les victimes également. Et je vais intervenir aussi sur des problématiques assez variées. Donc, je m'intéresse à des problématiques assez particulières, on va dire. Tout ce qui a trait, par exemple, au droit des sapeurs-pompiers volontaires. Ça, c'était un pan de mes centres d'intérêt. Et également au droit qui vous intéresse un petit peu plus, c'est-à-dire le droit qui s'applique à l'exercice professionnel des psychologues. Donc, je crois que ça vous intéresse un petit peu plus, cette partie-là. Bonsoir. Je disais qu'on allait parler spécifiquement des psychologues en libéral parce qu'on est sur une législation différente lorsqu'ils sont en institution. Et donc, vraiment, toi, en plus, tu tends à être spécialiste du libéral en lien avec notre expérience à toutes les deux. Oui, voilà, je m'intéresse plus spécifiquement aux psychologues qui exercent en libéral, effectivement, parce qu'après, il y a différents droits qui s'appliquent en fonction de la structure d'accueil et de la structure employée. Mais on ne va pas rentrer dans cette technicité-là, parce que sinon, je vais perdre tout le monde. Ça marche. Yes.
Moi, je traite je sais que votre plateforme, elle s'adresse aussi à des personnes qui exercent autre part qu'en France. Moi, ici, on va aborder uniquement le droit français. Je ne prétends pas connaître le droit belge ou le droit luxembourgeois ou canadien. Donc, ce sera exclusivement français. Alors, par rapport à mon intervention, je vais tout d'abord aborder 2 points. Ça va être pourquoi avoir recours à un avocat. Et puis ensuite, ça va être un petit peu, alors ça va pas vraiment être une étude de cas, mais plutôt les différentes problématiques. J'ai essayé de faire une synthèse des problématiques que des psychologues avaient pu me soumettre et les réponses qui sont importantes à apporter. Du concret, du coup. C'est plus concret. Et ensuite, il y aura le temps d'échange, puisque c'était comme ça qu'on avait organisé l'intervention. Parfait. On est pendu à tes lèvres. Alors, sur la profession d'avocat, ce qu'il faut savoir avant d'avoir recours à un conseil, c'est que c'est une profession qui est protéiforme. Alors, je vais m'en expliquer. On est, je crois, 62 000 à exercer en France, donc dont la moitié quasiment sur Paris et le reste en province. Ah ouais. Tous ces 62 000 avocats, on a un titre, mais on a différents exercices professionnels. Alors, différents exercices professionnels parce qu'il y en a qui vont être exclusivement là pour conseiller leurs clients et d'autres de mes confrères et consoeurs qui vont au contraire à les défendre, à les plaider au tribunal. Et il y a différents types d'exercices. Il y a également différentes matières. J'ai commencé à expliquer par rapport aux matières que je développais. Tout ce qui est droit du travail, droit des sociétés ou droit fiscal, il faut faire appel à des avocats qui sont spécialisés et vous verrez par la suite, mais vous pourriez y faire appel à ce type de confrères parce que quand on exerce, quand on fait le choix d'être libéral, à un moment donné, peut-être se poser la question de s'associer. Mais il faut faire appel à un avocat qui va être spécialisé, par exemple, en droit des sociétés, si on envisage de s'associer dans une structure plus importante pour être conseillé et pour savoir quels sont les meilleurs choix possibles et qui correspondent le plus à votre exercice. Ensuite, il peut y avoir du droit pénal parce que vous pouvez aussi un jour être confronté à quelqu'un, à un client, à un patient qui peut vous causer des ennuis et vous pouvez être victime d'une infraction pénale. Donc, dans ce cas-là, il faut se tourner vers un avocat qui peut vous défendre et qui peut vous permettre de vous faire reconnaître en tant que victime et bénéficier, par exemple, de dommages et intérêts. Alors, tu as un exemple d'infraction pénale, c'est quoi si l'un des deux frappe l'autre? Par exemple, s'il y a si vous avez un patient qui va vous violenter, dans ce cas-là, vous êtes victime et il va falloir aller au tribunal. Alors, je ne souhaite pas, bien entendu, que ça se passe le moins possible, mais on peut être confronté, je pense, dans votre exercice, à des patients qui peuvent être très difficiles et voire ingérables. Et quand on exerce seul, c'est des choses qui sont difficiles aussi à gérer. Donc, à un moment donné, il faut se faire accompagner par un avocat pour se faire défendre. Ouais, et ça a beaucoup de sens. Excuse-moi, je te coupe, mais ce que tu dis, ça a beaucoup de sens parce que je ne sais pas si tu as vu dans les infos récentes, il y a eu 2 psychologues en libéral qui se sont fait agresser, voire tuer par l'un de leurs patients. Alors non, ça, j'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi, mais dans ce cadre-là, on rentre dans ce qu'on appelle le droit pénal. Et ensuite, il y a aussi le cas, par exemple, d'un patient ou d'un parent d'un patient qui serait mécontent de votre travail et qui vous menacerait aussi d'aller déposer plainte ou alors d'aller noter dans la presse, sur les réseaux sociaux que vous ne faites pas bien votre travail. Et dans ce cas-là aussi, c'est une vision plus pénale de l'infraction qu'il faut adapter et parce que ça ne va pas être les mêmes instances qu'il va falloir solliciter pour avoir une réponse pénale adaptée. Ok. Ensuite, il y a tout ce qui peut être aussi par rapport au droit civil. Alors, le droit civil, c'est plus le droit entre les personnes et c'est là où il va y avoir l'impression, où on peut intervenir par rapport au problème de responsabilité civile professionnelle. C'est-à-dire que vous avez un patient. Alors,
Aujourd'hui, on voit vraiment des cas, je m'en excuse et je sais que c'est pas la majorité des cas, c'est pas pour remettre en cause votre exercice professionnel, mais on voit le côté noir de votre profession et le côté aussi où on n'a que des difficultés avec ses patients et je ne vous le souhaite absolument pas. Mais c'est des questions qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, tout à fait. si votre responsabilité civile professionnelle était mise en cause, eh bien dans ce cas-là, il faut que vous puissiez vous défendre en apportant toutes les réponses pour montrer que vous avez travaillé en conscience, en dignité et que vous avez fait votre travail sérieusement. Parce que là encore, il y a des conditions à remplir. Je vais pas vous faire un cours sur la responsabilité civile professionnelle, mais pour vous dire que à chaque fois qu'on va vous reprocher quelque chose, eh bien, il va falloir mettre en place une stratégie pour vous défendre. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir à cœur de se faire accompagner par un conseil. Ça, c'est primordial. Ok. Alors, le recours à un avocat, il peut être préventif parce que ça va être répondre à des questionnements, comme je vous disais tout à l'heure. Est-ce que j'exerce en libéral? Est-ce que je m'associe? Est-ce que j'achète mes locaux? Est-ce que je les loue? Est-ce que quel type de régime fiscal est-ce que je vais adopter? Donc ça va être une part de mes confrères qui pourra s'en occuper. Mais vous pouvez avoir ensuite le recours à un avocat parce que vous êtes confronté à un litige. Donc, soit vous allez le saisir directement avant que les tribunaux soient saisis. Donc là, ça va être quelque chose de précontentieux pour essayer de désamorcer et de rentrer dans une résolution amiable. Parce que c'est toujours, moi, c'est ce que je conseille à mes clients. Il faut passer par l'amiable parce que sinon, vous vous embourbez dans des procédures judiciaires qui sont particulièrement lourdes. Et quand on a un exercice professionnel derrière, ça fait des soucis supplémentaires. Et des fois, il faut en sortir rapidement. Parfois, on ne peut pas y échapper. Donc, on est obligé d'aller devant le tribunal et de saisir le magistrat. Ça peut arriver. Mais ce que tu dis aussi, c'est de faire appel à un avocat en termes de conseil. Ça permet une prévention et donc de limiter ou de diminuer le risque derrière d'aller au contentieux, c'est ça, au tribunal. Exactement. Il ne faut pas voir l'avocat comme le dernier maillon de la chaîne. Des fois, il faut le contacter parce qu'on a une question, parce qu'on a une interrogation. Et ça, des fois, ça permet de solutionner les difficultés. Et vous allez pouvoir rencontrer des difficultés malheureusement partout. Si vous avez une employée, votre secrétaire, c'est votre salarié, ou au contraire, vous la prenez en tant qu'auto-entrepreneur, ce n'est pas tout à fait le même régime, ce n'est pas les mêmes problématiques auxquelles vous allez être confrontés. Mais le juridique est malheureusement partout dans notre société et surtout dans l'exercice professionnel, donc il faut absolument y veiller. Yes. Ouais, c'est très clair pour moi en tout cas. Alors, excuse-moi, je te coupe. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. On les retransmettra à Sarah qui pourra y répondre directement. Hein. On a 1 heure tous ensemble. Donc, allez-y, c'est le moment. Sarah est là. Tout à fait. Alors ensuite, sur les difficultés que vous allez… Alors, j'ai un petit peu abordé mes problématiques dans un sens un peu déstructuré au final de ce que j'avais prévu, mais on aborde un petit peu tout. Par rapport, donc là, on va plus passer à notre étude de cas, on va dire, par rapport un petit peu au melting pot des difficultés que les neuropsychologues ont pu me soumettre. Alors déjà, le premier conseil que je peux vous donner, mais qui est, on va dire, je pense que vous l'appliquez déjà, c'est soyez toujours vigilants dans le traitement de vos patients, de votre dossier, mais encore plus avec ceux qu'on vous saisit, que lorsque l'on vous saisit, revêtent un caractère d'urgence. Parce qu'en principe, c'est toujours ces dossiers-là qui vont partir un petit peu en vrille et qui vont amener des difficultés. Donc, soyez particulièrement attentifs aux dossiers qui sont sous couvert d'urgence à traiter immédiatement. D'accord. Donc, ça va être par exemple pour ceux qui bossent chez l'enfant, par exemple comme Seb, où je suis une maman, je dis Monsieur Enrad, j'ai besoin tout de suite d'un bilan pour compléter le dossier MDPH, ou l'école me demande un bilan, il me le faut pour la semaine prochaine, sinon j'ai pas d'aide.
Oui, alors ça, il faut toujours se méfier parce qu'à un moment donné, l'urgence va soit nous faire en tant que professionnels des petites erreurs parce qu'on va être un petit peu versé dans l'exercice, mais surtout parce que derrière, vous avez aussi des fois des publics qui peuvent être un petit peu moins regardants et derrière vont contester le travail que vous avez fourni. Et ça, c'est particulièrement, je trouve, difficile à gérer parce qu'après, si tout n'est pas cadré dès le départ parce qu'il y a des choses qui ont été faites dans l'urgence, eh bien, pour rectifier le tir ou se faire régler ou au contraire dire, en fait, c'est à vous après de prouver qu'il y a des difficultés. Donc, il faut faire attention à ce type de dossier. Donc, on va prendre, par exemple, le cas où c'est un enfant mineur qui doit être diagnostiqué. Ouais. Et un des parents qui vous sollicite pour faire un diagnostic. Et dans ce cas-là, la situation familiale est un peu particulière dans la mesure où les parents sont séparés. Ils sont séparés, mais dans certaines familles, ça se passe bien. En l'occurrence, dans celle que j'ai choisie, ça se passe très mal. Ils ne s'entendent pas. Il y a des conflits qui sont lourds et qui sont anciens. Et en tant que psychologue, vous décidez donc de rencontrer le jeune patient avec le parent qui vous a sollicité. Vous réalisez le diagnostic, vous êtes payé dans les temps, vous rédigez le compte-rendu et vous faites la restitution. Je crois qu'il y a une restitution orale en premier, et ensuite vous faites la restitution, vous envoyez le compte-rendu. La restitution orale se passe bien. Vous avez convoqué le parent qui vous avait saisi, le mineur, tout le monde comprend. L'autre parent est aussi en visio pour mettre un petit peu tout le monde d'équerre et sur le même plan d'égalité. Et vous savez, quelques temps plus tard, le second parent, celui qui ne vous a pas saisi, revient vers vous et vous fait part d'un mécontentement dans la qualité du travail que vous avez rendu. On vous fait des reproches qui ne sont pas fondés. Et puis surtout, on vous demande un remboursement de frais qu'il n'a pas réglé. Donc là, on avait eu le cas avec un patient qui sollicitait, qui alléguait des fautes d'orthographe qui étaient plutôt dues à des fautes d'inattention, qui remettaient en cause aussi la qualité du travail fourni par le psychologue. Enfin, c'est quelque chose qui est très violent à vivre. Comme quand on le raconte peut-être comme ça, ça peut paraître un petit peu moins important, mais à vivre, c'est une remise en cause de votre travail. Donc, il y a des choses qui sont difficiles, à mon sens, à gérer. Donc, c'est pour ça, quand vous faites appel à un conseil aussi, vous vous déchargez de cette partie aussi où il y a les sentiments et puis la colère qui prend part et qui prend le dessus. Donc, ce parent-là en avait même rajouté, je me souviens, c'est qu'il voulait faire de la diffamation en portant atteinte à la réputation du professionnel. Là encore, c'est quelque chose qui est difficile parce que vous mettez du temps à vous faire une patientèle, à vous faire connaître sur vos réseaux professionnels et tout d'un coup, parce que ce parent est mécontent de vous, on vous met en difficulté et la réputation, elle peut dégringoler très rapidement. Donc là-dessus, il faut faire très attention parce que c'est très violent, mais il faut réagir. En fait, il ne faut pas laisser passer ce type de dossier parce qu'il ne faut pas que ça prenne de l'ampleur. Et ces situations, elles sont récurrentes parce que depuis qu'on travaille ensemble, Maëva, j'ai pu avoir affaire avec différents de vos confrères et consoeurs qui ont été confrontés aux mêmes problématiques. Et la parade qu'on a pu trouver, c'est de faire signer une convention entre les parents. Alors, convention entre le professionnel et le patient ou entre le professionnel et les parents du patient mineur pour expliquer en quoi consiste votre profession et les missions, en gros, qui vous sont confiées, les honoraires que vous sollicitez, parce que tout travail mérite salaire et vous devez absolument être rémunéré. Et en plus de ça, ça permet aussi de recueillir l'avis de chacun des parents lorsque le couple est séparé et se trouve dans une situation qui est particulièrement conflictuelle.
Ça permet également, si vous avez besoin d'enregistrer l'enfant par rapport à des fonds sonores ou à des images vidéo, et bien aussi de recueillir l'avis des parents qui après ne pourront pas se retourner contre vous. Ces actes, ils sont assez lourds à mettre en place au départ parce qu'il faut réfléchir à votre façon de travailler. Ça remet aussi en cause beaucoup de… vous sortez un peu de votre cadre parce qu'on est obligé de passer par le droit et c'est quelque chose qui peut paraître lourd pour un professionnel avant, on ne passait pas forcément par les contrats, mais aujourd'hui, notre société judiciarise de plus en plus, donc on est obligé de formaliser par des actes. Ça permet donc d'avoir un échange qui soit plus transparent et où votre information, vous l'avez donnée à votre patient et on ne peut plus vous attaquer par rapport à ça. C'est un travail qui est un peu long et un peu rébarbatif, mais c'est une manière de vous protéger. Et c'est important quand tu dis on ne peut plus vous attaquer par rapport à ça. C'est parce que, parce que si les honoraires, alors les honoraires que vous sollicitez sont fonction du temps passé sur votre patient, sur le cas, sur les études que vous avez pu faire. Les gens des fois ne voient que la partie rendez-vous qui va peut-être durer. Alors, j'ai pas tout à fait conscience au niveau des temps de travail que vous mettez en place, mais il peut y avoir 1 heure, 2 heures de rendez-vous. Peut-être plus avec la restitution, mais derrière, il y a un travail de rédaction, un travail d'analyse des résultats que vous avez pu collecter. Et tout ça, le patient ne le voit pas forcément. Donc, c'est sûr que quand on annonce une somme X pour un temps de confrontation avec le patient qui peut être peut-être que de 2 heures, il ne va pas avoir conscience derrière de tout le travail qui est réalisé. Mais justement, en passant par cet écrit, vous fixez les choses. C'est-à-dire, voilà, moi, je travaille de cette manière-là, j'ai tel calendrier aussi, et ça peut pas se faire en 5 minutes parce que derrière, j'ai d'autres patients aussi à traiter et j'ai une organisation à tenir. Yes. Et là-dessus, ça permet de résoudre aussi cette difficulté où par exemple, le contrat va être signé par les 2 parents avec la prise en charge par l'un et le deuxième parent ne peut pas demander le remboursement de quelque chose qu'il n'a pas réglé. Oui, parce que dans la situation que tu évoques, la maman avait réglé la totalité du bilan et le papa demandait le remboursement du dit bilan. C'est ça, exactement. Et sauf que c'est pas possible dans la mesure où c'était la mère qui avait réglé et le père n'avait pas payé. Le père pouvait, à la rigueur, faire valoir qu'il n'était pas d'accord avec certaines positions et poser des questions pour avoir des explications supplémentaires, mais le contrat, il n'avait pas été passé entre le psychologue et le papa, mais uniquement avec la maman, avec l'accord du papa. Tout à fait. Et là, je pense qu'il y a des questions qui vont être posées dans le chat, mais on va essayer d'anticiper. Comment ça se passe quand les parents sont divorcés? Est-ce que l'accord d'un seul parent est suffisant ou est-ce que ça dépend du type de divorce ou de type de, par rapport vis-à-vis de l'enfant? Est-ce que si le parent a l'entière garde ou pas? Comment ça se passe? Alors, à mon sens, il faut que vous sollicitiez à chaque fois l'avis des 2 parents quand l'autorité parentale est conjointe. Mais là encore, on rentre sur une technicité, c'est-à-dire que les gens, ils viennent rarement vous voir avec leur jugement de divorce ou le jugement de l'autorité parentale. Donc, recueillez le plus possible la signature des 2 parents. Même si ça a lieu à distance, vous vous protégez et on ne peut pas dire que vous avez fait quelque chose que l'autre parent ne voulait pas faire. Yes. Et alors ça, on peut dire que c'est valable même si on n'est pas forcément avec du droit français, puisque c'est aussi légitime dans un autre pays. Oui, après je ne me prononcerai pas parce que moi je suis du droit français. Ça marche. En Belgique, c'est la même chose. Donc en Belgique, il est toujours recommandé de faire signer les 2 parents en cas de divorce pour être sûr et certain, quoi. Sauf que je sais qu'il y a une règle sur le principe quand même de ne pas forcément avoir besoin de consulter absolument l'autre parent si vraiment c'est un cas majeur et qui objectivement dans nos métiers n'arrive pas, en tout cas en libéral, on n'est pas face à ce type de demande. Ça va être plutôt des demandes hospitalières ou genre de choses. Ok. Et alors il y a Cécile dans le chat qui demande: est-ce que le contrat doit être rédigé avec un avocat pour être valable?
Alors, pour être valable, non. Après, si vous voulez faire un contrat simple avec l'émission, les tarifs et par exemple, tout ce qui est droit à l'image, après, des fois, c'est un petit peu une usine à gaz aussi. Donc, quand vous vous déchargez auprès d'un conseil, les choses sont faites et c'est pas à vous de vous prendre la tête, entre guillemets, avec ces éléments-là. Tout à fait, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand il y avait Bertrand et Ethan, pour ceux qui étaient là ce matin, c'est que quand on est psychologue libéral, on est aussi entrepreneur et on peut pas avoir aussi toutes les compétences à la fois de psychologue, d'avocat, d'expert comptable, etc. Et le temps qu'on va passer, mais là c'est que mon point de vue, pour l'avoir vécu, le temps qu'on va passer sur un contrat dont sur le fond, on n'est pas du tout spécialiste, le temps qu'on va perdre en fait, et du coup l'argent qu'on va perdre parce qu'on pourrait faire autre chose comme se former, lire ou consulter, et bien finalement, même si on va donner de l'argent à un avocat pour le faire pour nous, ça va être très bien fait dans un temps qu'on aura décidé avec l'avocat, et derrière on aura un document prêt à emploi à utiliser. Ça c'est que mon point de vue. Alors, et Claire qui demande, quand on ne sait pas ou qu'on ne peut pas joindre l'autre parent, par exemple des parents qui sont très très fâchés et que ça répond pas, quoi. Dans ce cas-là, vous êtes obligé, nul n'est tenu à l'impossible, donc dans ce cas-là, vous pouvez très bien l'indiquer. S'il y a eu, soit vous avez une adresse et la personne ne répond pas, vous joignez que vous avez essayé de le joindre. D'accord. Ok, ça marche. Je te laisse continuer sur les autres conseils que tu nous donnes. Je vois passer quelques questions, alors on va peut-être y répondre. D'accord, tu préfères y répondre tout de suite. Vas-y, je t'en prie. Alors, par rapport au format du document, alors vous pouvez vous contenter de faire un envoi par mail et que la personne le signe et vous le renvoie ensuite par mail. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un original, mais par contre, assurez-vous bien que ce soit bien l'autre parent qui le signe. Par exemple, en demandant la carte d'identité ou avec un mail explicatif où c'est la bonne adresse du bon parent. Comme ça, vous avez le mail que vous pouvez joindre. Yes. La question, en fait, c'est vraiment sur qui a la responsabilité parentale. L'un, les deux, et c'est là-dessus qu'on va juger qui va signer le contrat, du coup. Qui a l'autorité. En fait, c'est qui a l'autorité. L'autorité. C'est l'autorité parentale qui va déterminer si, par exemple, si elle est conjointe, ce sera les deux parents qui devront donner leur accord. Si, par contre, elle n'est exercée que par un seul des parents, la mère, le père, et bien dans ce cas-là, c'est ce sera juste ce parent-là qui pourra donner son avis. Ok. Si c'est le cas, si c'est le cas, demandez peut-être le jugement et vous marquez entre parenthèses jugement de telle date. D'accord. Et Émilie, personnellement, moi, pour pratiquer uniquement avec des adultes, j'ai un contrat pour les adultes. Hein. Alors forcément, c'est pas les parents qui le signent parce que j'ai pas des adultes sous tutelle ou curatelle, mais l'adulte signe le contrat. Alors là, pour moi, c'est une évidence d'avoir un contrat dans ma pratique avec uniquement des adultes. C'est pas plus mal parce que là encore, vous sécurisez en fait votre intervention, votre diagnostic et surtout aussi en cas de contestation des honoraires, et bien derrière, c'est appliqué, c'est-à-dire que c'est tel honoraire pour tel diagnostic. D'accord. Ok. Je te propose qu'on continue et nous, on retient les questions avec Seb et on te les rapporte pour être sûr que on puisse entendre tous tes conseils. Donc, souvent, pour résoudre les difficultés auxquelles vous allez être confronté avec votre patientèle, souvent, un courrier d'avocat suffit. Et j'ai eu plusieurs exemples de vos confrères. En un courrier, les choses étaient résolues. D'ailleurs, souvent, les personnes ne prennent pas le temps de nous répondre à nous, avocats, quand on leur a envoyé le courrier, ça tombe à l'eau. Ce qui fait que vous, le dossier et la problématique que vous avez rencontrée, eh bien, elle est désamorcée puisque les choses s'arrêtent net. Et vous pouvez à nouveau penser uniquement à votre exercice professionnel. Okay. Sur les menaces que vous pourriez recevoir de clients qui voudraient porter atteinte à votre réputation, eh bien dans ce cas-là, ça avait réellement lieu. Alors c'est rare que pareil, les gens vont faire des menaces, mais vont rarement passer à l'acte. Par contre, si c'était le cas, il faut collecter, faire des captures d'écran sur les réseaux sociaux,
faire des captures d'articles qui pourraient sortir dans la presse. Il faut tout conserver et à partir de là, il faut faire une plainte auprès du procureur de la République parce que c'est une infraction qui s'appelle l'infraction de diffamation publique. Et dans ce cas-là, ces éléments-là sont constitutifs d'une infraction et des dommages d'intérêt pourraient être sollicités par le professionnel qui en serait victime. D'accord. Mais par exemple, là, sur une situation où je remarque que quelqu'un me diffame sur les réseaux sociaux, je peux passer par toi pour m'aider à parler. Enfin, le procureur, pour moi, c'est un mec inaccessible, quoi. Après, deux choses. Soit vous allez déposer plainte auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche de votre domicile. Mais ça, vu que c'est quelque chose qui est assez rapide à traiter, il vaut mieux passer par un courrier directement au procureur de la République. Et là encore, vous pouvez vous rapprocher d'un conseil pour activer les choses. D'accord. OK. Voilà. Ça marche. On a une demande sur les demandes de bilan pressantes de la part des parents. Et l'enfant refuse la passation. Qu'en est-il légalement? Donc, a priori, ça… Alors, pour moi, si les parents le demandent, c'est les parents qui ont l'autorité parentale selon l'âge du mineur, mais en principe, il va falloir qu'ils s'y soumettent. Après, il y a la question effectivement de cette demande pressante de la part de parents. Comme je l'ai mis plus haut dans le chat, on n'est pas un métier d'urgence, hein, donc pas en libéral. Pressante. Sincèrement, faut se poser la question pourquoi c'est si pressant, quoi. À mon avis, c'est plutôt ces aspects-là qu'il faut se poser. Surtout en libéral et dans l'institution, peut-être les moments où on va être dans l'urgence, ça va être dans les services de certains services de psychiatrie, de PTSD, mais pas en libéral. Hein. En libéral, moi, je refuse. C'est marqué urgent, pressant, rapide, c'est terminé, ça s'arrête là. Hein. Oui, après, vous avez toujours, enfin, à mon avis, vous devez avoir aussi des patients qui, parce que, dans le cadre d'une séparation, ça va être le parent qui va recevoir l'enfant pendant des vacances scolaires, va vouloir le faire diagnostiquer pendant le moment où il l'a aussi, parce qu'après, il repart très loin. C'est dans ce type de situation auquel je pensais. D'accord, ok. Une autre question sur comment on appelle le document, le contrat qu'on fait passer avec les patients. Est-ce qu'il y a un nom particulier ou pas? Non, il n'y a pas de nom particulier. Ça peut être un contrat de diagnostic ou contrat de collaboration. Non, contrat de collaboration. Non, c'était pour. C'est autre chose. Oui, c'est pour quand tu as des psychologues qui vont travailler avec toi, de jeunes psychologues que tu vas accueillir. Ok, d'accord. Ça peut être un contrat de patientèle, quelque chose comme ça. D'accord. Et on a, dans le cas d'une prise en charge d'une personne sous tutelle, est-ce qu'il faut l'accord du tuteur? Oui, il faut l'accord du tuteur parce que la personne sous tutelle n'est pas en capacité de faire des choix et les choix sont soumis à l'autorisation du tuteur. Okay. Parce que justement, alors je vais juste développer un peu ma réponse parce que le fait de se faire rémunérer par une personne qui est sous tutelle aussi, ça pourrait être vu. Alors, vous êtes dans un métier médical, c'est difficile, c'est pas certain que ça vous soit reproché, mais que la personne en fait se soit faite extorquer les honoraires. C'est-à-dire qu'elle n'a pas envie d'être diagnostiquée et que vous l'avez contrainte. Donc, pour vous protéger, faites signer le tuteur. Le tuteur, ok. D'accord. Et Clémentine dit il n'existe pas une notion d'acte ponctuel de santé ou d'acte permanent qui dirait, dans le premier cas, l'accord des deux parents n'est-il pas obligatoire, mais dans le second, oui, comme le rendez-vous chez le médecin. Alors attends, faut que… alors, si je… Alors, moi, j'ai pas compris la question. Je comprends la question, je la comprends ainsi. Si c'est pas le cas, il faudra la reprendre. Mais quand il y a une notion de divorce, quand un couple divorce et qu'il y a des enfants, tout ce qui va être relevé de l'urgence, ça peut être la décision peut être prise par l'un des parents. Par exemple, le parent chez qui l'enfant est à l'instant T. Il va se casser la jambe, faire appel au secours, on ne va pas demander l'accord des deux parents. Une opération à cœur ouvert, on ne va pas demander l'accord des deux parents. Mais dans le cadre d'un diagnostic comme le vôtre, en principe, il y a un long processus derrière parce que l'enfant, il est diagnostiqué, enfin, vous n'arrivez pas tout de suite dans une urgence. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, l'accord des deux parents est obligatoire.
J'espère que j'ai répondu. Du coup, Lisa, elle demande quel risque prend-on sur le plan légal si on réalise tout de même un bilan alors qu'un seul des deux parents a signé l'autorisation et que l'autorité est conjointe? Eh bien, là, vous vous exposez alors à ce que, en fait, il faut avoir l'accord des deux parents pour pouvoir réaliser votre bilan. Donc, vous pourriez peut-être mettre en cause votre responsabilité civile professionnelle parce que il faut absolument que vous rendiez compte aux deux parents de l'état de santé de l'enfant. Et si, par exemple, il n'y en a qu'un seul des deux qui vous a saisi et que vous ne rendez compte qu'à l'un, eh bien, vous vous mettez en faute vis-à-vis du deuxième. Et donc, on risque quoi? Une amende, de la prison? Non, mais ça peut on peut vous le reprocher. Il y aura pas d'amende, il n'y aura pas de prison qui sera engagée, mais vous allez être mise en difficulté. D'accord, ok. Oui, tu nous dis, Lisa, si ça répond à ta question. Ok. Est-ce que toutes ces réponses valent aussi pour les accompagnements thérapeutiques, tu sais, Sarah, la psychothérapie, ou est-ce que ça concerne uniquement les bilans? Non, pour la psychothérapie également, vous pouvez vous prémunir. Moi, je serais d'avis de faire une espèce de contrat où vous modifiez les missions qui vous sont confiées par votre patient pour l'adapter à chacun des actes que vous allez réaliser. Et comme ça, les choses sont claires dans la mesure où vos honoraires sont inattaquables. On ne peut pas vous demander le remboursement et vous avez demandé cet honoraire-là pour tel acte. Ok, yes, ça marche. Est-ce que tu as un autre conseil à nous donner que tu avais prévu? Et puis comme ça, on va lire les questions pour ensuite te les restituer. Alors, au niveau des conseils, non, j'avais… Voilà, c'est très bien, c'est pourquoi qu'on en rate un petit peu le sujet. Je réfléchis, mais vous pouvez aussi… en termes de difficultés, pour essayer d'avoir un panel un petit peu large, ça peut être celui, par exemple, si vous louez un local au sein d'un bâtiment où il y a d'autres professionnels, vous pouvez rencontrer également des problématiques locatives. Là aussi, c'est un petit peu pour vous montrer à quel moment faire appel à un avocat, mais si vous rencontrez des problématiques par rapport au paiement du loyer, par rapport à l'utilisation d'une place de parking, par rapport à, je ne sais pas moi, quelqu'un qui va rentrer dans votre bureau alors qu'au final c'est quelque chose de privatif, là aussi, préventivement, vous pouvez essayer de régler les choses de votre côté, mais vous pouvez essayer aussi de faire appel à un conseil pour sortir proprement de la situation. D'accord. Il ne veut pas dire qu'à chaque fois, on va demander des dommages et intérêts, mais c'est essayer de faire en sorte de régler une situation qui commence un petit peu à moisir un petit peu pour essayer de sortir proprement et préserver le plus vos intérêts. Ok, ça marche. Il y a Magali qui demande l'accord des parents contractualisés pour un bilan et le soin est-il également indispensable dans le cadre de soins conventionnés pour les paramédicaux du coup? Ça te parle? Oui, oui. Parce que moi, du coup, là, je te lis les questions, mais… Par rapport aux soins conventionnés, vous pouvez le faire également. Après, quand on va chez le médecin, on ne signe pas un contrat non plus. Enfin, j'essaie de raisonner aussi par analogie. Quand vous allez chez le médecin, il pratique son acte, vous ne rentrez pas dans ce cadre-là. Okay. Mais il faut penser à vous prémunir au maximum des risques qu'il peut y avoir et des reproches qu'on peut vous faire. Parce qu'en plus, on n'a pas d'ordre en psycho, donc c'est aussi quelque chose qui déstructure un petit peu notre profession. Il y a Julia qui demande, je ne sais pas si c'est adapté de le demander ici, sans tabou et transparent, mais j'ai rencontré récemment un jeune adulte qui venait d'avoir ses 18 ans. Suite à la demande, son père est envoyé par son médecin généraliste. J'ai vu ce jeune homme que 2 fois. La question de mes honoraires semblait être problématique pour la famille. Depuis, je n'ai plus pu contacter la famille et ses patients pour en reparler. Pas de réponse, ni au mail, ni au téléphone. Je me demandais si je dois en informer le médecin qui me l'a envoyé. J'ai en fait peur que la famille puisse parler mal de moi. Peut-être que c'est juste une question de paranoïa. Sourire, sourire. Donc, si je comprends bien, la personne n'a pas réglé les honoraires? C'est ce que j'ai compris aussi.
c'est ça. Hein. Dans ce cas-là, vous pouvez toujours en référer au médecin, mais la difficulté, c'est que ce n'est pas le médecin qui sera tenu de vous payer le travail effectué. Donc après, il faut voir si vous voulez vous lancer aussi dans une procédure judiciaire pour récupérer votre dû. Sachant que alors, on peut commencer par un courrier aussi, un simple courrier où on demande le règlement. Mais la difficulté, c'est que s'il n'y a pas eu de contrat, eh bien, ça va être difficile pour obtenir parce qu'on n'a pas de fondement. Ok, ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Et puis, elle va se poser la question de savoir si vous avez été rémunéré d'une autre manière ou pas, si ça a été déclaré ou pas. Donc après, c'est pour ça que l'avantage du contrat, c'est que derrière, vous avez une base qui est solide et si vous n'êtes pas rémunéré, vous pouvez saisir les juridictions. Enfin, dans le pire des cas, si on n'y arrive pas au bout d'un processus, c'est saisir les juridictions sur un document écrit. Ok. Et Charlotte demande, on peut parler des demandes qui s'inscrivent dans le cadre d'une expertise judiciaire. À quoi doit-on faire attention plus particulièrement? Alors, est-ce que tu peux juste répéter? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut parler des demandes qui s'inscrivent dans le cadre d'une expertise judiciaire? À quoi doit-on faire attention plus particulièrement? Alors, pour une expertise judiciaire, il faut… Alors, ça, c'est quand vous êtes expert auprès du tribunal. Donc, Ouais. vous ne pouvez pas divulguer le cas qui vous est soumis à une autre autorité qu'à l'autorité judiciaire. Donc, l'autorité judiciaire, c'est qui? C'est quelqu'un comme toi, une avocate? C'est le juge? Alors, ça va être le juge ou le procureur qui a ordonné l'expertise. Ok. Vous pouvez avoir, alors soit ça se passe, alors là encore, dans un contexte pénal où vous allez avoir une expertise avant une audience. Donc là, en principe, c'est ou le procureur ou un tribunal qui se sera prononcé avant de condamner la personne qui va solliciter une expertise pour voir si la personne, elle a un discernement ou justement, il y a une abolition du discernement. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas écrire directement aux parties ni au patient que vous avez vu, vous rendez compte de l'expertise au juge uniquement. Si vous êtes désigné dans le cadre d'un jugement par un tribunal civil, là c'est pareil, vous allez pouvoir envoyer votre rapport aux parties, mais après l'avoir envoyé au juge. Et vous ne pouvez en discuter avec personne à l'extérieur de l'affaire. D'accord. Alors moi, j'ai une question qui va peut-être paraître ultra bête, mais je m'en fous, je la pose. Imaginons qu'un psychologue accepte de se voir confier un bilan entrant dans le cadre d'une procédure judiciaire et que lors du bilan, il prend connaissance on peut dire du chef d'accusation, moi je regarde un peu trop les séries, mais et que le chef d'accusation effraie fortement le psychologue, est-ce que le psychologue a le droit de se rétracter? Il peut demander à ce qu'il y ait un changement d'expert. Alors, soit, par exemple, parce qu'il y a un conflit d'intérêt, admettons que ce soit un patient. Enfin, bon, là, ce n'est pas le cas. Mais si, par exemple, c'était un patient que vous suiviez, vous pouvez dire, voilà, moi, j'ai un conflit, je ne veux plus intervenir. Ou alors, j'ai un cas de conscience, je ne veux plus intervenir. C'est possible. D'accord. Alors, on a une autre question, cette fois, de Dimitri, qui, lui, gère un système d'agenda pour professionnels de santé, notamment des ergos et des psychologues et des psychomotriciens. Alors, il dit, j'ai souvent des clientes qui ont des doutes sur l'organisation d'un remplacement. En mode collaboration, la collaboratrice encaisse et reverse une rétrocession à la titulaire, alors qu'en mode remplacement, ça reste le titulaire qui facture et qui reverse à la remplaçante. Question subsidiaire, en déclaration lorsqu'un auto-entrepreneur. Et enfin, les collabs ont toujours le doute de savoir si le chiffre déclaré doit être le chiffre brut ou si la rétrocession doit être retirée. Je pense qu'il y a des questions qui sont pour l'expert comptable, mais est-ce qu'il y a des bouts qui te concernent? Alors, là, j'avoue qu'on est à la frontière. Moi, je ne fais pas de tout ce qui est droit des sociétés, droit fiscal et droit comptable. Et là, on n'est plus sur une question qui va relever donc soit de ce type d'avocat, soit de l'expert comptable. Okay. Mais là, je ne pourrais pas répondre. Je m'en excuse. Non, mais merci. C'est déjà assez large comme domaine que je traite. Là, je n'y vais pas. No problème. Dimitri, tu copies ton texte, tu me l'envoies par mail et on enverra le message à mon expert comptable.
Oriane demande, est-ce que vous avez évoqué le travail des psychologues libéraux en collaboration? On va le faire grâce à ta question. Que penser de la rétrocession d'honoraires sur bénéfice? Tu parles de bénéfice ou de CA, je pense que c'est important, perçu. Un psy qui reverserait aux autres à hauteur d'un pourcentage de son choix. Faut-il un contrat pour cela? Quel statut pour les uns et les autres? Point d'interrogation. Alors là… on l'a fait il n'y a pas longtemps, Sarah. Oui. Non, mais après, en principe, c'est une rétrocession d'honoraires. Alors, c'est-à-dire que c'est le collaborateur qui va… on peut situer qui est le collaborateur, qui est le titulaire. On a le psychologue qui est, on va dire, le patron. Hein, ouais, okay. Vraiment pour schématiser. Nous avons le patron, ça va être Monsieur B. Monsieur B a un collaborateur, ce sera Monsieur C. Voilà, on va être très simple. Monsieur B va encaisser les sommes, puisque de toute manière, lorsque le collaborateur va travailler, il va travailler pour le compte de Monsieur B. Et ensuite, le collaborateur, alors dans le cas du contrat qui avait été rédigé, c'était, il y avait une sorte de planning qui était mis en place et un nombre de bilans qui devait être fait ou qui était fait. Donc, c'était un compte-rendu mensuel qui avait lieu. Et ensuite, il y a une rétrocession d'honoraires de ce qui a été perçu. D'accord. Ok. Mais les rétrocessions d'honoraires, c'est légal, on est bien d'accord? Ah oui. Ouais, non, du coup, pour essayer de préciser, parce que je suis pas sûre où elle va en venir, Oriane, avec la question, donc j'essaye de compléter ou pas. Que penser de la rétrocession sur bénéfice perçu? En gros, est-ce que c'est bien, c'est mal? Ça dépend en fait de comment en pensent les deux personnes et comment elles s'arrangent. D'accord. Et pour cela, le contrat est quand même plus que primordial parce que là encore, il faut toujours voir le pire des cas. Parce que, alors ça, c'est à cause d'avocat, on voit toujours les pires situations. Mais il faut absolument envisager, quand on commence une collaboration, tout est beau, tout est merveilleux. On a un local qui est mis à disposition. On va exercer dans des choses qui sont bien. Et puis, à un moment donné, il va y avoir des points de crispation. Et c'est ces points de crispation qu'il faut essayer d'anticiper dans le cadre du contrat, soit pour expliquer, parce que l'argent, c'est toujours quelque part une difficulté, on va dire, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Ouais. Et surtout, il faut envisager, le contrat permet aussi de sortir de la collaboration si à un moment donné, il y a vraiment des points qui sont trop importants en termes de crispation. Mais il faut absolument passer par un contrat parce que comme ça, les choses sont claires pour les deux parties. Oui, et puis ça peut marcher s'il y en a un qui est auto-entrepreneur, l'autre entreprise libérale, ça c'est possible. Alors, je ne suis pas certaine qu'un psychologue ait le droit d'exercer un auto-entrepreneur. Si, ça oui. Ah bah si. Donc, il y a des exceptions et pour certaines professions. Là, je ne maîtrise pas, non. Nous, on peut. Alors, il y avait une question de Ludovic. Des patients m'ont demandé d'élaborer des attestations pour attester d'une prise en charge devant les tribunaux. Où est la limite de ce document en termes de rédaction? Qu'est-ce qu'on écrit? Alors, dans ce type, alors ça, je le fais souvent quand je suis quand je suis mandatée, là. Des clients qui vont devant le tribunal correctionnel, par exemple, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, vous avez des clients qui peuvent être sous contrôle judiciaire, par exemple, ou alors ils sont prévenus. Alors, prévenus, c'est devant le tribunal correctionnel, c'est-à-dire qu'on leur reproche des délits. Dans ce cas-là, des délits qui peuvent être liés, par exemple, à de la violence ou à des choses comme ça. Et il y a des choses qu'il faut travailler. Et pour travailler, il faut se tourner vers des professionnels de santé dont vous faites partie et pour essayer que la personne, elle change. Et ce document-là, ces attestations qui peuvent être demandées, ça va être, par exemple, depuis quand le suivi a débuté, à quelle fréquence. C'est ça qui est important. Il faut surtout pas, alors il faut faire attention, et là, on va passer sur un plan un petit peu différent, mais il faut pas que vous excédiez et que vous contreveniez au secret professionnel parce que même si c'est un petit peu compliqué dans votre profession et c'est,
vous n'y êtes pas soumis en tant que tel, mais vous y êtes quand même soumis. Et ça, je crois que ça fera l'objet d'une vidéo qui sera publiée prochainement. Hein. Donc, le secret professionnel, il faut faire attention. On ne vous demande pas de dire que la personne, elle vous a confié telle chose, elle vous a confié ça et vous avez senti ça. Non, c'est plutôt, voilà, je suis monsieur X depuis telle date, il vient à telle fréquence et on effectue un travail et sur une problématique qui va être globale. Mais on n'a pas besoin après d'aller plus loin. Vous ne rentrez pas dans le détail de il m'a confié qu'il avait fait telle chose ou il a ça, vous n'avez pas à rentrer dans ces limites-là. Ok. Eh ben, on va prendre 2 questions pour terminer tranquillement. On a Jessica qui demande, dans le cas d'ouverture d'un cabinet entre plusieurs professionnels, que faut-il faire au niveau juridique? Un contrat? Si oui, de quel type? Alors là, ça va dépendre. Ça va dépendre si vous faites une association de professionnels au sein d'une société ou si au contraire vous restez libéraux. Si vous restez libéraux, la seule chose que vous pouvez faire, ça va être un contrat, mais un contrat pour l'utilisation des locaux ou par exemple des salles d'attente. Mais ça ne va pas être un contrat de rémunération si vous restez indépendants les uns les autres d'un point de vue fiscal et comptable. D'accord. Et puis Marine, ouais. Il y a quand même la question sur la publicité chez les psys. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait qu'on en parle. On va en parler, c'est ça. Alors, la publicité… Vas-y. Non, mais si vous avez une question… Oui, en fait, à partir de quand un psychologue, on pourra dire de lui qu'il fait de la publicité et donc qu'il sera réprimandable? Alors, la publicité, elle est… Par exemple, si vous laissez des cartes de visite dans les commerces, ça va être considéré comme de la publicité. D'accord. Si vous faites passer des articles dans le Dauphiné Libéré, alors le Dauphiné Libéré parce qu'on est dans la Drôme, mais voilà, c'est très local, c'est très marqué. Dans le journal local, et bien dans ce cas-là, où vous allez marquer, venez voir, je suis psychologue depuis tant d'années, j'exerce à tel endroit, prenez rendez-vous. Bon, là, c'est de la publicité. Okay. Pareil pour les réseaux sociaux. Avoir une page Facebook, je ne suis pas certaine que ce soit autorisé pour vous parce que vous êtes assimilé au médecin. Et le médecin, les dentistes, sont contraints au même type de position où la publicité est interdite. Par contre, avoir son nom dans un répertoire ou comme les pages jaunes, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Dans un réseau professionnel, vous pouvez être référencé. Et justement, par rapport aux réseaux sociaux, parce qu'il y a plein, et moi compris, il y a plein de psychologues qui vont avoir des pages. Est-ce que il ne va pas y avoir une notion, peut-être fine, mais de comment on va s'exprimer sur la page? Parce qu'effectivement, pour moi, la publicité, ça va être de dire, voilà, moi je fais ça, venez me consulter si vous êtes, je sais pas, dépressif, gna 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 gna. Tu vois? Et je pense, pour moi, tu me dis que je me plante, il va y avoir une différence par rapport à dire je fais ça, voilà. Alors, je pense qu'il y a une finesse à avoir, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire une page Facebook. Alors après, ça mériterait par exemple une recherche un peu approfondie qui n'est pas inintéressante, mais je pense que si vous faites une page pour faire une espèce de veille, par exemple, soit sur l'exercice professionnel, soit par exemple sur recenser les outils qui sont à la disposition des psychologues. Là, on ne rentre pas dans quelque chose qui est de la publicité parce que vous ne cherchez pas à accroître votre chiffre d'affaires et votre patientèle, mais c'est plus à des fins d'information. Okay. Et il faut faire attention entre l'information, se faire connaître pour attirer de la patientèle. Donc en fait, si j'ai bien compris, le discours, il ne doit pas être orienté à but de grossir une patientèle et ou le chiffre d'affaires. Il doit être orienté à informer. Donc, tant qu'on informe, la schizophrénie, c'est ça, l'autisme, c'est ça, voici ce qui m'est arrivé l'autre jour, là, on informe, on s'exprime. Voici ce qui m'est arrivé l'autre jour. Faire attention aussi aux secrets professionnels. On ne divulgue pas. Je voulais dire, parce que parfois, je fais des ouvertures de cartons que je reçois, et du coup, voilà, c'était dans ce… Non, pas des patients. Oui, non, mais j'explique un petit peu parce que justement, c'est ça aussi qui est difficile, c'est que
dans votre profession et dans toutes les professions aujourd'hui, il y a des notions qui s'imbriquent et il faut faire attention à comment on les articule. Et c'est tout là, en fait, la difficulté. Yes. De faire les choses, de respecter le secret professionnel, mais en même temps de se faire connaître, mais sans faire de la publicité, mais se faire connaître. Vous avez chacun aussi votre spécificité. Je disais tout à l'heure que les avocats, on était 60 000 et qu'on était tous différents, mais je suppose que dans votre profession, vous êtes nombreux et vous êtes également tous différents avec des spécialités qui sont variables. Donc, être fin il faut être fin Oui. dans la présentation des choses. D'accord. Moi, j'ai bien compris. Et dans votre présentation personnelle. Ok. Oui, c'est ça. marche. Voilà. Quand je vois le nombre de professionnels qui ont un site internet avec leur nom, leur collab, enfin tous les trucs, et nous les premiers avec le centre, hein, c'est ça aussi. Bien sûr. Effectivement, toutes les pages Facebook de chacun des professionnels qui expliquent un petit peu, voilà, avec toutes les coordonnées de ce professionnel pour prendre contact avec lui. C'est une question qui revient d'ailleurs souvent et qui, ces 5 dernières années, a clairement explosé. Et forcément, on le disait tout à l'heure, on n'a pas d'ordre. C'est-à-dire qu'on a des conseils, mais il n'y a pas d'ordre précis sur vous pouvez faire ça, ça, ça et ça. Il y a des espèces de légendes urbaines sur des trucs. Et après, derrière, c'est vrai qu'on n'est pas très structuré là-dessus. Donc, c'est bien d'avoir ce... Vous n'êtes pas sécurisé. Et puis, à ma connaissance, il n'y a aucun psy qui s'est fait réprimander. Et donc, il y aurait ce qu'on appelle jurisprudence ou un truc, du moins, qui cadre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire précisément. Après, sur les différentes questions qu'on a pu aborder dans la Commission nationale de déontologie, elle apporte de temps en temps quelques réponses. Alors certes, ce ne sont pas contraignants, mais des fois, ça pose un petit peu les limites et la frontière et le cadre à votre profession. Mais c'est assez flou encore. D'accord. Bon, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Ça tombe bien parce qu'il y a certaines questions auxquelles tu réponds en vidéo qui sont dans le Genepsy Lab, qui seront aussi dans la formation de programme de lancement en libéral. Et est-ce que tu peux expliquer simplement cette question de avocat conseil? C'est quoi en fait? Moi, j'ai besoin d'un conseil avocat demain. Qu'est-ce que je fais? Alors, quand on intervient dans le cadre d'un conseil, en fait, c'est que vous êtes confronté à une difficulté X que vous allez exposer. Et ensuite, je dois apporter une réponse pour solutionner ou la problématique ou alors vous permettre d'exercer plus facilement. Typiquement, je souhaite engager une secrétaire, je souhaiterais dire, alors je veux pas l'embaucher en tant que salarié, je veux faire appel à elle en tant qu'auto-entrepreneur, mais je souhaite cadrer les choses. Je voudrais rédiger un contrat de prestation de service. Je souhaite, je sais pas moi, créer faire appel à une collaboratrice, pareil. Et bien là, on rédige le contrat. C'est en fait le conseil, c'est apporter une réponse adaptée aux problématiques juridiques qui sont rencontrées dans le cadre de votre exercice professionnel. D'accord. Et ça, justement, est-ce que la personne qui consulte un avocat pour un conseil, est-ce que c'est payant? Est-ce qu'il y a une facture? Alors, en principe, oui, ça va dépendre du travail. Le montant des honoraires va être en fonction de la difficulté du dossier, du temps passé. Alors, soit ça peut être un forfait, soit ça peut être au temps passé. Ça va dépendre. Là, après, c'est propre à chaque avocat. Parce que chez nous, les honoraires ne sont pas réglementés. D'accord, ok. Si moi, demain, je t'appelle parce que j'ai une problématique, tu vas écouter ma demande et ensuite, tu vas me dire, il faudrait faire ça ou ça. Alors, pas forcément. Okay. Il y a deux cas de figure. Soit c'est relativement simple et c'est un contentieux ou c'est des problématiques auxquelles on a déjà répondu ou la réponse, elle va de soi et c'est juste sécuriser en fait un choix qui a déjà été fait. Dans ce cas-là, la réponse, elle peut être automatique. Par contre, chaque problématique qui va être plus complexe va nécessiter un temps de recherche, un arbitrage et parfois, avant d'apporter une solution, ça va plutôt être un arbitrage sur, voilà, vous avez 3 possibilités avec tel risque pour chacun, tel avantage pour chaque autre et après la décision, elle va être reportée, on va dire, sur la personne qui a saisi le conseil. Ok,
Ça marche. Je pense qu'on pourrait encore rester des heures parce qu'il y a plein de questions dans le chat. On trouvera un moyen d'essayer d'y répondre. On va voir, on va en discuter ensemble. En tout cas, ceux qui sont abonnés au Lab, vous avez déjà une vidéo et une deuxième que je vais mettre au plus tard la semaine prochaine sur une autre thématique que Sarah a bien voulu traiter. On vous remercie beaucoup pour toutes vos questions dans le chat. Les questions sont enregistrées, donc on les garde. On essaiera d'y répondre. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous. Bonne journée et puis bonne continuation. Merci. À bientôt. Ciao. Hop là. Alors oui, dans le chat, il y a encore beaucoup de questions, je comprends. Hein. Et c'est tellement ces questions-là qu'on se pose tous, hein, on est bien d'accord. Hein, Je me dis qu'il faudrait peut-être prévoir en 2021, début 2021, un webinaire de 2 heures avec Sarah Ivanovic. Enfin, moi, je dis ça comme ça. Hein, mais... Ouais, je pense. Parce que là, c'est vrai qu'en 1 heure, on est quand même vachement limité parce qu'il y a tellement de choses à dire et c'est un sujet qui est très peu traité. Il y avait eu l'intervention d'un avocat au CNNC, au Congrès national des neuropsy, le dernier. Mais pareil, ça a pris 2 heures et tout n'a pas été traité. Alors, on va continuer. On va se faire une petite pause vidéo comme d'habitude. Alors, je sais pas, en France, il y a une question de Charlène. Est-ce que vous êtes reconnu comme professionnel de santé en Belgique? Ça, moi, je ne sais jamais. Il y a toujours paramédicaux, professionnels de santé. Moi, je ne préfère pas me prononcer. Voilà. Nous, on est reconnu comme professionnels de santé et pas comme paramédicaux en Belgique. OK. Alors, partage d'écran. Bougez. Juste après, avec Grégoire Vauquier, l'ex-président de l'Association française des psychologues spécialisés en neuropsychologie. L'organisation française. J'ai pas dit ça? Non, on a dit association française. Ah ouais, bon, c'est une association aussi. Hein. Oui, mais le O, c'est pour organisation. Are you kidding me? Ok. Et alors, je te propose on peut reparler peut-être du lab parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées qui n'étaient pas là ce matin, peut-être qu'ils ne sont pas au courant de l'offre anniversaire. Et je vais mettre en fond la vidéo qui présente le lab, mais sans le son. Comme ça, tu peux cliquer dessus. Si je ne sais pas où elle est. Vas-y. Donc, pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui n'ont pas suivi notre intervention de ce matin sur le Genepsi Lab, le Genepsi Lab, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui a été faite à destination à la base des psychologues et des étudiants en psychologie, qui est entièrement créée et pilotée aujourd'hui par des psychologues cliniciens et qui a pour vocation de donner un maximum d'informations sur les troubles neurodéveloppementaux de l'enfant jusqu'à l'adulte
Et au travers d'une série de vidéos, donc on a eu l'information ce matin, c'est plus de 200 heures de formation qui vous sont proposées sur l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux, mais également sur les choses associées. Dans le lab, en fait, vous allez donc retrouver toute une série de vidéos mises à disposition selon les différentes catégories de troubles neurodéveloppementaux, mais également des troubles de la personnalité. Lucas, d'ailleurs, est là aussi, et on parlera sans doute également. Vous allez retrouver des vignettes cliniques, vous allez retrouver des témoignages de patients, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ici, et avec cette idée également d'avoir une plateforme qui est entièrement dynamique et en formation continue avec vous. C'est-à-dire que chaque semaine, tous les 15 jours, nous ajoutons du contenu systématiquement dans cette plateforme. Vous avez des contenus théoriques sur le fonctionnement de manière générale des TND chez l'enfant, chez l'adulte. Vous avez une série de cas cliniques précis. On est en train de développer également toute une série de vidéos sur des outils d'évaluation qui sont à disposition gratuitement sur le lab, mais de manière générale. On organise également des classes virtuelles, des webinaires spécifiques avec les abonnés du lab pour pouvoir échanger sur la pratique qui est la nôtre, c'est-à-dire de psychologues cliniciens spécialisés en neuropsychologie. Donc, on a vraiment souhaité créer cette communauté, comme vous le voyez également, au travers d'une page Facebook, c'est-à-dire vraiment un échange complet sur notre métier, mais également pour apporter un maximum d'informations et de capacités de formation envers les psychologues et étudiants en psychologie aujourd'hui. Donc vraiment plus de 200 heures de vidéos aujourd'hui qui sont à disposition au travers de cette plateforme qu'on a développée avec Maëva, qui est sortie, donc on l'a lancée en mars, si je ne me trompe pas. Hein. Donc, et c'était déjà un grand événement, mais pas aussi grand qu'aujourd'hui d'ailleurs.